Bienvenue tout le monde à notre webinaire de traumatologie du CIUS du nord de l'île de Montréal. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour un sujet super intéressant qui va sûrement soulever beaucoup de questionnements. On a la chance d'avoir Dr Malo et Dr Toulouse pour faire cette présentation-là. En fait, on veut faire une mise à jour de la prise en charge de l'hémopneumothorax à l'urgence dans un contexte de traumatologie, voir la place des antibiotiques, du pigtail et aussi les cas particuliers de patients requérant un transfert. Alors, comme Dr Tremblay a mentionné, on a la chance d'avoir deux présentateurs aujourd'hui. On a premièrement Dr Christian Malo de Québec. Donc, Dr Malo est diplômé de l'Université Laval, en médecine d'urgence en 2013. Il a suivi avec un fellowship en TTL à l'Hôpital général de Montréal. Puis depuis 2014, il est médecin et Trauma Team Leader à l'Hôpital Enfant Jésus au CHU de Québec. Puis il est aussi directeur médical du programme de traumatologie à Québec. On a aussi le Dr Mathieu Toulouse qui a déjà présenté lors du premier webinaire de traumatologie il y a maintenant 2 ans, je crois, qui est spécialiste en médecine d'urgence diplômé de l'Université de Montréal. Il a aussi complété un fellowship en TTL à l'Université McGill et il est directeur, il est responsable du secteur de trauma à l'urgence et il est le président de notre comité scientifique en traumatologie ici à Sacré-Cœur. Donc, la présentation se veut interactive, poser des questions au fur et à mesure dans le chat. On va faire de notre mieux pour modérer tout ça. Et donc, je laisse la parole à nos présentateurs. Alors, merci Adam, merci Isabelle. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous avons la chance inouïe d'avoir 2 chirurgiens thoraciques dans la salle. Petit stress pour nous, mais enfin, chance inouïe pour les gens qui assistent à la présentation. Dr Malo et moi n'avons aucun conflit d'intérêt sur ce qu'on s'apprête à vous présenter. Isabelle l'a mentionné, là, les 4 choses qu'on va explorer ensemble, c'est une petite mise à jour sur la prise en charge de l'hémothorax et du pneumothorax traumatique. On va regarder si, quand on met un drain thoracique, on devrait tout le temps donner des antibiotiques à nos patients ou pas. On va faire un petit retour sur les patients transférés parce que c'est peut-être un peu différent. Puis enfin, on va parler de l'émergence du pigtail en trauma, qui est un outil qu'on utilise de plus en plus. Bon, disons, Mathieu, que tu travailles aujourd'hui à l'urgence ici, puis que tu reçois un homme de 33 ans qui a fait une chute en vélo de montagne, puis qu'à son examen primaire, là, il se plaint surtout d'une bonne grosse douleur thoracique gauche, qui présente par contre des signes vitaux là, relativement normaux, puis qu'à l'échographie faite à l'urgence, le e-FAST montre qu'il y a pas de glissement pleural là, au niveau thoracique gauche. Quelle serait ta conduite à ce moment-là avec ce patient-là, Mathieu? Bien, ma conduite serait la même, je pense, que la vaste majorité des gens qui font de la prise en charge à l'urgence aujourd'hui. Là, je ne sauterais pas sur ce patient-là, puis je voudrais en savoir un peu plus, ou en tout cas étayer ma décision avec notamment ceci. Je voudrais faire un rayon X. Si on imagine que le rayon X est normal chez notre patient, bien, raison de plus d'y penser à 2 fois avant de faire quelque chose, puis probablement qu'on va pouvoir se permettre de l'observer. Puis la question qu'on se pose, en fait, c'est celle-ci. To drain or not to drain, that is the question. Est-ce qu'on devrait tout simplement observer les patients qui ont des pneumothorax, puis comment est-ce qu'on décide? La littérature nous montre que c'est possible d'observer les patients qui ont des pneumothorax traumatiques. Je vous présente ici 2 études là, qui sont observationnelles, puis qui montrent que c'est une conduite qui peut être sécuritaire. La première avait été publiée dans le Chest en 2018. On nous montrait ce qu'on faisait dans un centre de trauma tertiaire en Grande-Bretagne, et on voyait que les patients qu'on choisissait d'observer évoluaient bien, n'avaient pas de taux d'échec disproportionné à l'observation. Le problème, c'est qu'on ne savait pas comment ces patients-là étaient choisis. C'était laissé exclusivement à la discrétion du clinicien et que les pneumothorax qui étaient observés étaient en moyenne relativement petits. L'autre étude est un peu plus récente, mais plus petite. C'est encore une fois observationnel, ça vient de l'Australie. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est qu'elle est plus récente, publiée en 2022. Puis ça semble suggérer qu'on observe des pneumothorax qui sont de plus en plus gros, parce que la taille moyenne des pneumothorax observés dans cette étude-là était plus importante que dans celle du chest, avec un outcome qui était, encore une fois, plutôt favorable, un taux d'échec à l'observation qui était faible. Ce qui nous ramène à l'adage qui devrait nous gouverner en médecine, qui est celui de d'abord et avant tout ne pas nuire.
mettre un drain thoracique à un patient, c'est associé à des complications. Puis le taux de complication n'est pas banal. C'est pas clair quand on regarde la littérature, c'est n'importe où entre 5 et 25 %. Les deux extrêmes étaient probablement sous- et surestimés, mais il y a un taux de complication qui est bien réel. Ne serait-ce qu'à l'insertion, on peut malheureusement envoyer le drain là où on ne veut pas l'envoyer, puis après ça, il y a des complications infectieuses qui sont possibles, empième, cellulite, pneumonie. L'autre chose qui vient avec le drain thoracique, ça c'est pour 100% des patients, c'est de la douleur. Ça fait mal se faire mettre un drain thoracique, c'est habituellement pas si bien toléré que ça, puis dans bien des cas, ça va prolonger le séjour intra-hospitalier, ça va limiter la mobilisation du patient. Donc, clairement, ça vaut la peine de se poser la question de savoir si c'est vraiment quelque chose qui est indiqué ou bénéfique pour notre patient. Classiquement, anciennement, ce qu'on faisait, c'est que les pneumothorax qu'on jugeait occultes, on se permettait de les observer. La définition est un petit peu remise en question de ce qui constitue un pneumothorax occulte avec l'avènement du FAST. On en a parlé dans l'exemple qu'on a donné. Un patient qui a un pneumothorax qu'on ne voit pas au rayon X, mais qu'on voit au scan, était ce qu'on définissait comme un pneumothorax occulte. On s'est demandé ce qu'on devait faire avec la trouvaille échographique. Moi, j'argumenterais qu'on devrait faire un peu avec l'écho ce qu'on fait avec le scan. Donc, en d'autres mots, le fait qu'on le voit à l'écho, mais qu'on ne le voit pas au rayon X, c'est un pneumothorax qui demeure occulte. Puis comme je vous dis, auparavant, c'est une des façons dont on choisissait les patients qu'on voulait observer. Le problème avec ça, c'est que beaucoup de nos patients, surtout les plus malades, ont un rayon X qui est fait en décubitus dorsal. Puis le pneumothorax occulte est à géométrie très variable. On sait que sur un rayon X en décubitus dorsal, ça peut être jusqu'à 80 mm de décollement pleural qu'un pneumothorax occulte peut cacher. Fait que ça, c'est pas quelque chose qu'on se permettrait d'observer, en tout cas dans la majorité ou la totalité des cas. L'autre chose qu'on ne sait pas, c'est comment corréler la taille du pneumothorax avec l'impact physiologique. C'est clair que si c'est énorme et sous tension, il y a un impact sur l'hémodynamie puis la physiologie respiratoire. Puis si c'est une toute petite bullette apicale, bien, ça ne change rien. Mais de décider à partir de quel moment ça fait une différence, ça, c'est pas super facile, puis la littérature n'est pas éloquente là-dessus. Ce qui nous amène à l'utilité du rayon X debout ou assis. Fait que clairement, quand on considère le pneumothorax occulte, bien, je pense que ça vaut la peine si on est capable de faire un rayon X debout ou assis à nos patients. Soit. Maintenant, ce n'est pas juste les occultes qu'on observe. Je vous l'ai montré dans les études là, qui avaient été publiées auparavant. Comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est un petit pneumothorax, puis comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui peut être observé? Bien, il y a l'algorithme du Western Trauma Association qui est assez... Qu'en est-il de l'hémodynamie et de la physiologie respiratoire de notre patient? Si elle est perturbée, on devrait drainer notre patient. Si le patient a une hémodynamie et une physiologie normale, bien, c'est là qu'on va regarder la taille du pneumothorax pour décider. Les mesures qui sont proposées sont sur un rayon X, 20 % de taille de pneumothorax ou 35 mm au CT scan. Le fameux 20 % au rayon X, malheureusement, c'est basé sur les opinions d'experts. Il n'y a pas vraiment de littérature convaincante pour nous expliquer d'où ça vient. L'autre inconvénient avec le fameux 20 % c'est que ce n'est pas facile à déterminer. Il y a des formules qui existent, qui sont consacrées pour calculer vraiment de façon relativement fiable c'est quoi 20 %, mais vous imaginez bien que ces tables-là, ces calculs-là ne sont pas super faciles à utiliser en salle de réa. Puis je reviens à ça, c'est pas vraiment utile chez un patient qui a eu un rayon X en décubitus dorsal. Vous voyez bien comment l'air se distribue. C'est un patient qu'on est capable de mettre à la verticale, chez qui on va être capable de savoir si vraiment on a le 20 % ou pas. Puis il faut faire attention de ne pas utiliser les repères qu'on a pour les pneumothorax médicaux, les spontanés. Respectivement, les Américains et les Britanniques se sont donné là, des seuils à partir duquel on considère que le pneumothorax est gros. Pour les Américains, quand il y a un décollement apical de 3 cm, c'est gros. Les Britanniques, quand on a 2 cm au IL, c'est gros. Mais ça, ce n'est pas validé pour la trauma. A contrario, avec le CT scan, c'est un peu plus facile de décider, puis il y a une certaine littérature. Ce n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais quand même, on a des points de repère qui commencent à être utilisés de façon un peu plus universelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la coupe tomodensitométrique où le pneumothorax est à son volume maximal, puis on mesure de façon radiale vers le médiastin le décollement. Ce que les articles existants suggèrent, c'est que quand ça dépasse 35 mm, on devrait drainer, mais en dessous de 35 mm, chez un patient qui est stable hémodynamiquement, bien, on peut se permettre de l'observer. C'est l'équipe du docteur de Moya de Milwaukee qui a publié plusieurs articles là-dessus, d'abord sur l'élaboration de la règle, puis après ça sur la validation de la règle. Puis ce que ça montre, c'est que autant chez les traumas contondants que pénétrants, si on prend le seuil de 35 mm, ça semble sécuritaire d'observer les patients. Il y a un taux d'échec, c'est sûr. Le taux d'échec tourne autour de 10 %, puis c'est ce qu'on veut, en fait. On constate que c'est une espèce d'équilibre qui est adéquat entre causer un tort. C'est comme je reviens à ça, le taux de complication, la douleur, tout ça, à un nombre disproportionné de patients, puis en même temps en restant sécuritaire. Qu'en est-il maintenant des patients qui ont besoin d'une ventilation à pression positive?
Bien, classiquement, on considérait que ventilation à pression positive égalait automatiquement drain thoracique. Ce n'est pas le cas. On a des articles qui se sont penchés sur l'impact de la ventilation à pression positive sur les pneumothorax occultes et c'est assez unanime, là, autant pour les traumas pénétrants que contondants. Si le pneumothorax est occulte, ce n'est pas nécessaire de drainer. Puis le taux d'échec à l'observation d'un pneumothorax occulte pour un patient qui est mis en pression positive est très faible. Ça ne semble pas faire une différence significative, en fait. C'est un peu gris, en fait, par contre, parce qu'il y a une étude qui montre que c'est vrai, a priori, cette affaire-là, mais que pour les patients qui ont besoin d'une pression positive pendant plusieurs jours ou d'un long séjour aux soins intensifs, il semble y avoir un impact. Ça, c'est le OPTIC Trial, là, qui était un essai randomisé multicentrique qui a été arrêté en cours de route, là, parce qu'on manquait de ressources, puis on avait décidé que c'était nécessaire de mettre fin au recrutement puis à l'étude. Mais quand on regarde les patients qui avaient été recrutés, ceux qui allaient aux soins pendant 4 jours ou plus, ceux aussi qui avaient des volets thoraciques, avaient un risque plus élevé d'un échec à l'observation à la pression positive. Puis, je vous rappelle, là, ça, c'est des patients qui avaient des pneumothorax occultes. Donc, c'est probablement pas vrai que ça fait aucune différence. Ça en fait probablement une. C'est probablement pas tautologique que dès qu'il y a une pression positive, il faut les drainer. Encore une fois, l'équipe de Milwaukee vient de publier là-dessus. Eux, ils observent, ils sont assez permissifs sur l'observation des patients en pression positive avec des pneumothorax. Et c'est l'étude qu'il y a en bas à droite ici, là, qui a été publiée là, en décembre de cette année. Puis certains des pneumothorax qui étaient observés étaient quand même assez gros. Il y en a même qui dépassaient le 35 mm. Puis encore une fois, dans cette série-là, les patients qui étaient observés allaient relativement bien. Le taux d'échec à l'observation n'était pas disproportionné. C'était essentiellement comparable. Fait que si on résume, puis on veut mettre ça de façon digeste, pour le pneumothorax, si le patient est instable hémodynamiquement ou si la physiologie respiratoire est affectée, on devrait drainer. C'est possible d'observer pour un patient qui est stable si le pneumothorax ne dépasse pas 20 % en taille au rayon X, debout ou assis, ou si on est en dessous de 35 mm à la tomodensitométrie. La ventilation à pression positive n'égale pas nécessairement un drain thoracique. Dans tous les cas, le jugement clinique est applicable. On peut raisonner, penser à ce qu'on fait, regarder l'ensemble du patient, la charge lésionnelle. C'est bon aussi de penser au consultant, parce que la personne à qui on va confier le patient, si elle n'est pas d'accord avec la décision qu'on s'apprête à prendre, bien, on peut, après ça, s'accorder puis décider autrement de ce qu'on voulait faire d'emblée. Puis les patients qu'on choisit d'observer, bien évidemment, il faut les surveiller. Classiquement, ce qu'on dit, c'est de faire un premier rayon X 6 heures après l'arrivée initiale, puis après ça, des rayons X diés pour s'assurer que ça n'augmente pas en taille. On va faire un peu la même démarche avec l'hémothorax. Christian, toi, on t'amène un jeune homme de 33 ans qui a des habitudes de vie un petit peu moins saines que le mien. Il arrive du pénitencier. Il y a eu un trauma thoracique pénétrant à l'arme artisanale. Il y a plusieurs trous dans le thorax. Puis l'hémodynamie n'est pas super bonne. Il y a une fréquence cardiaque à 130 battements par minute, une tension limite à 95/60. Sature bien, par contre. Puis on lui fait une échographie d'urgence, puis on voit qu'il y a un hémothorax gauche qui semble quand même significatif en taille. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, je pense ici, merci Mathieu, que c'est pas un très gros challenge thérapeutique ici. Là, je pense que tout le monde est assez d'accord que le patient chez qui on suspecte un hémothorax significatif, puis qu'en plus il se présente avec une instabilité hémodynamique ou une instabilité respiratoire, bien le traitement d'emblée c'est un drain thoracique, puis c'est un drain thoracique de bon calibre. On dit 28-32 French. Tout ça pour deux objectifs. Hein. Évidemment, on veut enlever l'effet de compression de l'hémothorax sur le poumon et sur les autres structures thoraciques, mais on veut aussi monitoriser qu'est-ce qui va sortir de ce drain-là et monitoriser, en fait, nous donner une bonne idée de quel est le saignement actif qui se produit en intrathoracique. Une fois qu'on a mis notre drain thoracique, par exemple, le challenge qu'il va y avoir par la suite, c'est avec nos chirurgiens thoraciques ou nos chirurgiens de trauma, c'est de décider c'est quoi l'étape après le drain thoracique. On a 3 options, en fait, en 2024. La plus fréquente qui va être utilisée, c'est évidemment si le patient est très instable, que ça saigne activement au niveau de son drain thoracique, puis qu'on n'a pas d'évidence qu'il y a des saignements ailleurs. Bien, la première option, ça va être la thoracotomie antérolatérale, où est-ce que le chirurgien va vraiment aller ouvrir dans un espace intercostal puis essayer d'aller trouver le site de saignement qui ne doit pas être évident à faire nécessairement tout le temps et d'aller réparer ce qui a à être réparé en intrathoracique. C'est quoi les indications d'aller faire une thoracotomie antérolatérale? Bien, et je vous l'ai dit, c'est le patient qui va être instable avec un hémothorax qui draine de façon continue. Mais je voulais vous parler surtout des critères que la TLS nous apprend tout le temps, hein, le fameux 200-300 cc/h pendant 2 à 4 heures, puis le 1,5 litre d'un coup qui sort du drain thoracique. Bien, ça, c'est des critères qu'il ne faut pas prendre de façon isolée. Il faut prendre ça dans l'état global du patient. Parce que quand on regarde la littérature qu'il y a derrière ça, c'est un peu drôle, là. C'est des études qui datent des années 70
entre autres, où est-ce que des chirurgiens dans la guerre du Vietnam avaient remarqué que ceux-là qui saignaient 1,5 litres en partant, ben ça valait la peine d'intervenir rapidement. Fait que, c'est pas de la grosse science qu'il y avait derrière ça. Ceci dit, 1,5 litres, c'est beaucoup. C'est 30% du volume circulant ou presque chez la plupart de nos patients. Donc, c'est des patients qui vont être très malades et chez qui nos chirurgiens vont être plutôt tentés d'être interventionnistes. Mais il faut savoir aussi qu'en 2024, on a une autre option. Si notre patient réussit à le stabiliser hémodynamiquement, puis qu'on a la chance de se rendre à l'angio-TDM costale et d'aller emboliser ces artères-là. Puis finalement, il y a la troisième option qui est ce qu'on appelle le VATS ou le Video Assisted Thoracoscopic Surgery, qui est, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme l'équivalent d'une laparoscopie dans l'abdomen, mais en intrathoracique. C'est les chirurgiens généraux ou les chirurgiens thoraciques qui vont faire ça et qui vont être capables, en introduisant des trocars en intrathoracique, d'avoir sous vision directe par vidéoscopie, ils vont pouvoir aller réparer ce qui saigne ou aller réparer des lésions au poumon ou au diaphragme, par exemple. Fait que ça, c'est facile, c'est le traitement de l'hémothorax massif. Mais maintenant, si on rentre plus dans le traitement de l'hémothorax chez le patient qui est hémodynamiquement stable et qui est stable au niveau respiratoire, qu'est-ce qu'on doit avoir comme conduite chez ces patients-là? La TLS nous dit encore une fois que, encore dans la 10e édition, nous dit que tout épanchement pleural qui est assez gros pour être visible sur une radiographie du poumon devrait nécessiter un drainage. Par contre, il faut faire la différence entre une radiographie qui est faite en décubitus dorsal en salle de réanimation. Dans ce contexte-là, pour être assez gros pour être visible sur une radiographie du poumon, on dit qu'il y aurait un minimum de 500 cc qui serait dans la cavité thoracique à ce moment-là sur une radiographie en décubitus dorsal. Par contre, si on assoit le patient, comme dans ce contexte-ci, un trauma pénétrant, on pourrait l'asseoir, bien, si on perd le cul-de-sac costodiaphragmatique, on aurait seulement 200 ml dans la cavité thoracique, alors que si on perd complètement la coupole diaphragmatique, on dit que ça serait à peu près 500 ml de sang qui serait dans la cavité thoracique. Donc, pourquoi on voudrait drainer ces hémothorax-là chez le patient qui est stable? Comme premier objectif, ça serait de diminuer le risque que le patient développe un fibrothorax. On pense que si on laisse le sang en place dans la cavité thoracique, il va se faire une grosse réaction inflammatoire, puis tout ça va entraîner comme un peu de la fibrose de la cavité pleurale et que ça pourrait entraîner un entrappement du poumon et donc diminuer la capacité pulmonaire du patient et donc créer des problèmes respiratoires au patient. Par contre, malheureusement, vous comprendrez qu'on n'a pas d'incidence de ça, puis on ne sait pas à partir de combien de millilitres de sang qui reste dans la cavité thoracique, on est vraiment à risque d'entraîner une perte de capacité vitale chez nos patients. L'autre risque qu'on veut diminuer, c'est le risque de développer un ANPM. On pense que on sait que le sang, c'est un beau milieu de culture pour les bactéries. Donc, si on laisse du sang dans la cavité thoracique, est-ce qu'il pourrait y avoir une translocation bactérienne et créer un ANPM chez nos patients? Quand on regarde dans la littérature, les ANPM chez les patients qui ont eu des hémothorax traumatiques qui ont juste été observés, donc pas drainés, le risque de développer un ANPM chez ces patients-là est autour de 0 à 2 % dépendamment des études qu'on utilise. Par contre, si on met un drain thoracique au patient, là, le risque d'ANPM augmente de façon importante et selon les études, là, ça se situerait entre 2 et 18 % dans les pires études. Là, on s'entend que c'est probablement beaucoup moins que ça. Et encore pire, si on met un drain thoracique pour drainer un hémothorax, mais que l'hémothorax ne se draine pas complètement, il est coagulé, ça fait ce qu'on appelle un hémothorax persistant ou un hémothorax retenu, bien à ce moment-là, le risque d'ANPM augmente encore plus de façon significative, puis dans les pires études, ça montait jusqu'à 27 % de risque de développer un ANPM chez les patients avec les hémothorax retenus. Donc, la question qui se pose, c'est chez le patient stable qui a un petit hémothorax, est-ce que tous les petits hémothorax sont égaux et est-ce qu'on doit les drainer ou on peut faire un traitement conservateur? Bien, à cette question-là, l'équipe d'Ottawa, l'équipe de trauma d'Ottawa a fait une méta-analyse en 2020 sur le sujet. Puis, bon, vous comprendrez, ils ont récolté 6 études avec majoritairement des études rétrospectives, où est-ce qu'ils ont regardé, dans le fond, tous les hémothorax occultes, c'était quoi qui leur arrivait? C'était quoi le devenir des hémothorax occultes? La définition d'un hémothorax occulte, c'est la même que pour le pneumothorax occulte, c'est-à-dire, vous faites une radiographie en salle de réa, vous ne décelez pas d'hémothorax, mais vous allez au TDM, puis vous trouvez par la suite au TDM un hémothorax chez un patient stable. Ce qu'on se rend compte suite à cette méta-analyse-là, c'est quand même 80 % des patients avec un hémothorax occulte pouvaient avoir un traitement conservateur sans aucune intervention et ne jamais nécessiter de drain thoracique, de chirurgie ou de VATS.
Ce qui est encore plus intéressant de voir dans cette méta-analyse-là, c'est que, dans le fond, les facteurs de risque d'échouer ce traitement conservateur-là étaient si plus l'hémothorax est gros, puis gros étant plus que 300 millilitres estimés de façon radiologique au niveau du scan, ou surtout, ce qui est plus facile cliniquement pour nous, c'est qu'il mesure plus que 1,5 cm d'épaisseur au TDM. Ça augmentait de 3 fois les risques que les patients nécessitent un drainage. Et l'autre facteur de risque qui s'explique probablement par la sévérité du trauma, c'était les patients qui étaient intubés sous ventilation mécanique, qui étaient 2 fois plus à risque de nécessiter un drainage de leur hémothorax occulte, probablement parce que, bon, on est moins tolérant chez un patient intubé, s'il développe de l'hypoxie ou d'autres complications, on va se dire, ouais, mais il y avait un hémothorax, on voudrait bien drainer l'hémothorax pour enlever ça de l'équation. Donc, c'était ça les facteurs de risque qui ressortaient puis qu'on doit garder en considération lorsqu'on traite un patient avec un hémothorax occulte. Suite à ça, il y a eu la grosse étude de East qui a été parue là, cette fois-ci, mais l'année passée, en 2023, quand même dans 17 centres de trauma aux États-Unis et au Canada, où est-ce qu'ils ont simplement fait de façon observationnelle regarder le devenir de tous les patients qui avaient un hémothorax traumatique. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que déjà dans la pratique actuelle, en tout cas dans ces centres-là, il y a quand même 33% des patients avec un hémothorax qui sont observés. Puis ce qui est intéressant de voir dans leur étude, c'est sur ces 33% de patients-là qui sont observés, il y a juste un 10% qui va échouer le traitement conservateur, donc chez qui on va finir par aller mettre un drain thoracique ou aller faire une thoracotomie antérolatérale ou aller faire une VATS, une vidéothoracoscopie. Surprenamment, les facteurs de risque qui ont ressorti dans cette étude-là, c'était surtout si plus le patient avait des fractures de côte, donc plus que tu avais de fractures de côte, plus que tu étais à risque d'échouer ton traitement conservateur. Et si tu avais des contusions pulmonaires, encore une fois, probablement que si tu as des contusions pulmonaires, tu es plus à risque de développer de l'hypoxie éventuellement. Puis là, si tu as de l'hypoxie puis que tu as un hémothorax associé, tu vas te dire, ben là, je vais drainer l'hémothorax associé. Et donc, ces patients-là étaient plus à risque de nécessiter un drainage dans cette étude-là. Par conséquent, si on arrive à la conclusion, à la question, est-ce qu'il faut drainer tous les hémothorax? Bien, la réponse, c'est non. Chez le patient instable, on ne se pose pas de question. Oui, il faut drainer ces hémothorax-là. Mais chez le patient stable, je pense qu'on peut retenir qu'il faut drainer l'hémothorax si on le voit déjà sur la radiographie en décubitus dorsal parce qu'il y a au moins 500 ml de sang dans le thorax. Si on fait une radiographie assise, je pense qu'on peut dire qu'il faut, si on perd complètement la coupole diaphragmatique d'un côté, c'est suffisant pour nécessiter un drainage. Mais si on a un hémothorax occulte puis qu'on va au scan, c'est probablement l'épaisseur de 1,5 cm qui est à retenir, qu'on peut utiliser comme critère pour décider de drainer le thorax. Et évidemment, si le patient, on l'observe puis qu'au suivi, l'hémothorax progresse, bien, il faut envisager un drainage, c'est bien évident. Tout ça avec quoi comme objectif? Bien, diminuer la douleur associée. Hein? Si on ne draine pas, on ne met pas de drain thoracique, c'est sûr que ça va être moins souffrant pour le patient. La littérature semble sous-tendre que si on ne draine pas et qu'on observe plus, on a plus de chances de diminuer les risques d'AMPM. Mais tout ça avec le risque potentiel de créer des fibrothorax qu'on n'est malheureusement pas capable de quantifier puis qu'on ne sait toujours pas c'est combien de millilitres de sang dans le thorax qui est nécessaire pour créer un fibrothorax significatif. Fait qu'est-ce que les lignes directrices, est-ce qu'ils ont changé leur opinion par rapport à ça? Malheureusement, en 2021, East a publié un guideline sur la prise en charge de l'hémothorax traumatique, puis eux n'ont pas été capables de conclure quoi que ce soit. Ils disaient qu'il n'y avait pas assez d'évidence à ce moment-là pour conclure sur le traitement des petits hémothorax de moins de 500 ml. Par contre, selon moi, le meilleur algorithme en 2024, le plus evidence-based, c'est cet algorithme-là qui vient de la Western Trauma Association. Je m'excuse, c'est en petit pour vous, là, mais du côté gauche de l'écran, ce qu'on voit, c'est si le patient est hémodynamiquement instable, on ne se pose pas de questions, on met d'emblée un drain thoracique 28-32 French. Ça, tout le monde, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Par contre, si le patient est hémodynamiquement stable du côté droit de l'écran, puis qu'on estime que le volume de l'hémothorax est petit, donc 300 à 500 ml, à ce moment-là, on peut se permettre le traitement conservateur, observer ce patient-là, faire une radiographie à 24 heures, ou plutôt, évidemment, si le patient se détériore, et réévaluer par la suite. Si le patient, par contre, se présente avec un hémothorax modéré, donc un peu plus que 300 à 500 ml, puis il est stable hémodynamiquement, c'est là que c'est intéressant. On peut mettre un 28-32 French ou mettre un Pictel 14 French, on va en reparler par la suite. Mais surtout, vous ne le voyez pas, c'est écrit en très petit, il suggère de faire une irrigation pleurale à ces patients-là. Puis, bon, l'irrigation pleurale ou l'irrigation thoracique, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Moi, c'était nouveau pour moi d'entendre parler de ça. En fait, il y a une étude qui a été publiée là, en 2017 où est-ce que, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il mettait un drain thoracique pour un hémothorax, il instillait 2 fois 500 cc de normal salin dans la cavité thoracique.
Il redrainait ça par la suite là, en mettant le système de drainage pleural sous succion. Puis ce qu'ils avaient remarqué dans leur étude, c'est qu'en faisant ça à leurs hémothorax, ils diminuaient de 20% à 5% le besoin d'avoir une deuxième intervention pour leur hémothorax. C'est très tendance dans le sud des États-Unis, dans l'ouest américain. Ça a été implanté comme pratique dans ces milieux-là. Par contre, la littérature, le seul autre article que j'ai trouvé sur le sujet date de 2022, puis lui, malheureusement, n'a pas réussi à prouver de différence entre les deux groupes en termes d'intervention secondaire. Ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est recommandé de faire ça, de faire l'irrigation thoracique. Par contre, il y a une vaste étude multicentrique qui est en cours sur le sujet, fait que dans les prochains mois, prochaines années, on va avoir plus d'évidence sur le sujet, puis on va peut-être adopter cette pratique-là si ça semble changer quelque chose pour nos patients, évidemment. Fait que voilà pour l'hémothorax. Je laisse Mathieu maintenant nous parler de qu'est-ce qu'on doit avoir comme conduite là, pour les patients qui doivent être transférés vers un centre tertiaire pour être pris en charge. Donc, imaginons que notre jeune homme qui s'est blessé en vélo de montagne a eu une chute un peu plus significative. C'est la même histoire, mais cette fois-ci, il y a une fracture acétabulaire complexe avec enfoncement qui nécessite une prise en charge dans un centre d'orthopédie plus spécialisé. Il y a aussi une tomodensitométrie pancorporelle qui a décelé un pneumothorax qui est de 22 mm. Fait qu'il y a un décollement qui est significatif, qu'on pourrait théoriquement se permettre d'observer. Puis si on veut raffiner encore plus la réflexion, on sait qu'il y a 3 heures de route au minimum à faire pour se rendre au centre tertiaire. Bien, malheureusement, la littérature là-dessus est très pauvre, voire inexistante. Je pense qu'on va surtout se baser sur des critères de clinique et de gros bon sens de cliniciens. On va regarder de quoi a l'air l'hémodynamie du patient, on va regarder sa physiologie respiratoire, on va regarder la charge lésionnelle globale, on va regarder évidemment la distance à parcourir. Plus le patient va être transféré longtemps, plus on va avoir tendance à vouloir prendre en charge le pneumothorax si jamais il est présent. Puis on peut regarder aussi le recul. Si l'accident vient de survenir, si le pneumothorax a été diagnostiqué à quelques heures de l'accident versus si ça fait 36 heures que c'est arrivé, c'est pas la même chose. Puis on va penser à la sécurité avant tout. Dans le doute, probablement que c'est mieux d'être un peu plus agressif, de mettre un drain de façon peut-être un peu plus agressive ou de se donner un seuil moins élevé que ce qu'on ferait pour un patient qui reste intramuros dans un hôpital. Pour l'hémothorax, c'est beaucoup plus rare qu'un hémothorax qui est petit va progresser au point de causer un compromis au niveau de la physiologie respiratoire ou qui va devenir sous tension de façon à causer un compromis hémodynamique. Par contre, ce n'est pas la seule raison de mettre un drain thoracique pour l'hémothorax. Un des avantages, c'est que ça donne de l'information en direct. Fait qu'on peut voir si le saignement est continu. Puis si jamais le patient se détériore, bien, on est capable de savoir si c'est causé par un saignement qui aurait repris ou qui était plus significatif qu'initialement escompté. Fait une autre raison pour peut-être avoir un seuil un peu plus bas que ce qu'on ferait pour un patient qui reste dans l'hôpital. Les patients les plus difficiles sont ceux qui vont être transférés par voie des airs et qui ont des pneumothorax. Je vous rappelle la loi de Boyle qui dit que le volume occupé par un gaz est directement proportionnel à la pression atmosphérique. Et c'est une relation qui semble être linéaire. Puis bien que pour les transferts aériens, on dit des fois qu'on peut voler à niveau de la mer, en réalité, c'est rarement ce qui se produit. Voler au niveau de la mer, ça veut dire que le pilote est obligé de voler à une altitude plus basse que ce qu'il ferait autrement, donc ça coûte plus cher en carburant. Il faut que les conditions météo le permettent, puis dans la plupart des cas, on ne fait pas du 0 mètre, c'est plus environ 2000 mètres qu'on est capable d'assurer dans la cabine, donc il va y avoir une certaine expansion du pneumothorax. Tant et si bien que quand on regarde les lignes directrices d'EVAC, entre autres, ou de tous ceux qui font de l'évacuation aéroportée, bien on dit que dès qu'il y a un pneumothorax, on devrait le drainer. La littérature est vraiment pas très bonne là-dessus. Il y a un petit peu d'évidence qu'on a sur des transferts héliportés, des patients donc, qui ne font pas des gains en altitude très importants. Puis ce qu'on voit rétrospectivement, c'est qu'il y a certains pneumothorax qui n'étaient pas drainés, puis qui n'ont pas nécessairement viré en catastrophe, qui finalement ont pu être transférés sans être drainés, puis qui ont bien évolué. Quoi qu'il en soit, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour un patient qui a un pneumothorax qui prend l'avion, il faudrait drainer. Fait que si on résume, là, c'est très simple ce qu'on voulait dire sur les patients transférés. Pour les patients qui sont transférés par voie terrestre, grossièrement, on peut se tourner vers les critères existants. Le pneumothorax qui prend l'avion, je me répète, mais on draine. Le jugement clinique s'applique dans tous les cas, puis globalement, on peut se permettre d'avoir un seuil un peu plus bas, d'être un peu plus interventionniste pour justement assurer la sécurité du patient et du transfert. Antibiotiques, Christian.
Bon, ben ça, c'est une question qui date depuis bien des années. Est-ce qu'on doit donner des antibiotiques à tous nos patients chez qui on met un drain thoracique dans un contexte traumatique? En fait, le débat date de 1970, les premières études randomisées qui comparaient antibiotiques, pas antibiotiques. Et je vous dirais que le débat a été ramené de l'avant, là, surtout suite à cette méta-analyse-là qui date de 2019, qui avait inclus seulement des études randomisées contrôlées, mais qui incluait malheureusement des études justement des années 70, donc il y a plus de 40 ans. Et dans cette étude-là, il n'avait pas fait l'effort de séparer trauma contondant versus trauma pénétrant. Il avait tout mis dans le même paquet. Et ce que ça donnait, c'est des résultats assez impressionnants quand même. Si on donnait une dose ou plus d'antibiotiques, on diminuait les risques de développer un NPM de 7% à 1%, ce qui est quand même pas banal comme résultat, et le risque de pneumonie de 10% à 4% associé à l'insertion d'un drain thoracique, ce qui était quand même pas banal. Par contre, quand on regarde c'était quoi les études, ben, comme je vous disais, dans les années 70, c'est pas les mêmes critères d'études randomisées que les nôtres en 2024. Il incluait des études qui étaient juste pour des traumas pénétrants, des études qui étaient traumas blunt et pénétrants, et surtout que c'était pas juste une dose d'antibiotiques, c'était souvent des études qui donnaient des antibiotiques pour toute la durée des drains thoraciques, ou du moins pour plus que 24 heures. Quand on regarde encore plus, ce qui surprend, c'est que, dans le fond, dans les années 70, leur taux de pneumonie et taux d'NPM étaient vraiment plus élevés, même dans le groupe placebo, que ce qu'on a aujourd'hui. Puis on le voit dans le temps, le taux diminuait beaucoup. Mais tu sais, pour vous donner un exemple, il y avait 40% de pneumonie dans le groupe placebo dans les années 70 et autour de 16 à 18% d'NPM là, dans le groupe placebo à ce moment-là. Donc, clairement pas toutes des études qu'on devrait mettre ensemble dans une méta-analyse, ce qui rendait un petit peu les conclusions de cette étude-là un peu douteuses. Par la suite, là, en 2019, la même année, il y a eu la grosse étude prospective américaine faite dans plus que 20 centres de trauma américains qui devait vraiment répondre à la question, même si c'était pas une étude randomisée, c'était une étude observationnelle où est-ce qu'on a voulu pas faire d'intervention, mais regarder tout simplement 272 patients qui ont reçu au moins une dose d'antibiotiques versus 272 patients qui n'ont pas reçu d'antibiotiques suite à l'insertion de leur drain thoracique. Et conclusion, pas de différence statistiquement significative entre ceux-là qui ont reçu un antibiotique versus ceux-là qui n'ont pas reçu d'antibiotique. Pour rajouter de l'huile sur le feu sur le débat, ben, en 2021, a eu la dernière méta-analyse sur le sujet qui a inclus les mêmes études que la méta-analyse que je vous ai présentée de 2019, mais qui a fait l'effort de séparer trauma pénétrant de trauma blunt, de trauma contondant. Et là, comme on pensait, ben, du côté des traumas blunt, pas de différence statistiquement significative entre ceux qui recevaient au moins une dose d'antibiotiques pour diminuer le risque d'NPM ou le risque de pneumonie. Par contre, dans le trauma pénétrant, c'était statistiquement significatif que de donner des antibiotiques diminuait le risque d'NPM et diminuait le risque de pneumonie. Malgré cette littérature louche et un peu grise, East, en 2022, a publié un guidelines qui a dit « Nous, maintenant, on recommande de donner des antibiotiques pour tous les drains thoraciques pour diminuer le risque que les patients développent des NPM. » Il remarquait que probablement que l'évidence était plus forte pour les traumas pénétrants que les traumas contondants, mais il recommande quand même pour tout le monde d'en donner. Ce qui fait que dans leur algorithme sur le pneumothorax que Dr Toulouse vous a donné, ils poussent la note un peu plus loin. Ils recommandent même de donner une dose d'antibiotique, idéalement avant même de mettre le drain thoracique, comme on ferait au bloc opératoire avant l'incision initiale. C'est ce qu'ils ont décidé de faire dans l'algorithme de la Western Trauma Association. Fait que vous comprendrez que est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui officiellement, hors de tout doute, qu'on devrait donner ou pas des antibiotiques pour les drains thoraciques. Je pense que le débat demeure tant qu'on n'aura pas une super giga-étude randomisée bien faite et surtout qui va nous dire combien de temps il faut donner l'antibiotique pour avoir un résultat différent. Est-ce que notre seule dose, nous, comme urgentologue, qu'on donne à l'urgence, va faire un effet sur l'NPM et la pneumonie? Honnêtement, je le sais pas. Par contre, je vous avouerai que moi, ma pratique a changé. Pour les traumas pénétrants, c'est sûr que je vais en donner au moins une dose d'antibiotiques. Pour les traumas blunt, ben à l'urgence, des fois, on aime ça, on essaie d'être le plus stérile possible, mais des fois, quand ça presse, quand le patient va pas, je pense qu'on a souvent des bris de stérilité bien malgré nous, puis que ça peut peut-être valoir la peine de donner une dose d'antibiotiques, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez d'évidence aujourd'hui pour vraiment conclure sur le sujet. Maintenant, Mathieu, est-ce que tu crois que le pigtail a sa place pour traiter le pneumothorax traumatique? Sujet intéressant là, et à la mode. On va parler du pigtail pour le pneumothorax dans mon cas, puis tu vas en parler pour l'hémothorax. On va faire une petite mise en garde avant de plonger dans le sujet. Le pigtail est une technique qui suppose une certaine courbe d'apprentissage. C'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Quelqu'un qui est bon, qui est expert, fait ça, en fait, assez simplement. Mais ça vaut la peine, si on envisage ça, d'apprendre à le faire comme il faut.
C'est probablement pas dans le contexte d'un trauma, on va le voir, là, pas instable, mais quand même un trauma aigu qu'on devrait faire notre première tentative. Il faudrait idéalement être supervisé, avoir une formation. Il y a des complications qui sont possibles et rapportées, puis qu'on voit. Le pigtail est de plus en plus utilisé, puis on en a vu de ces complications-là, pas juste dans la littérature, on en a vu au Québec, dans nos centres tertiaires, on en a vu à McGill, on en a vu ici à Sacré-Cœur. Des pigtails qui se ramassent dans la paroi, c'est pas nécessairement très grave. Des pigtails qui se ramassent dans les viscères pleins, déjà un petit peu moins intéressant, dans le foie, dans la rate. Dans les grands vaisseaux, on en a vu ici qui ont été installés là, par erreur, évidemment, dans la veine cave inférieure. Puis même un pigtail dans le cœur, ça s'est vu. Fait que c'est des choses qui font peur puis qui sont réelles. Ça veut pas dire qu'on ne devrait pas faire ça. Il y a des complications épouvantables avec les drains thoraciques aussi, là. Mais juste d'être conscient de ça puis de savoir qu'en se formant comme il faut, on minimise ces risques-là. Je pense que c'est important. Il y avait une espèce de précepte en trauma antérieurement qui disait que dès qu'il y avait quelque chose à drainer, il fallait utiliser absolument un très gros tuyau, un très gros drain. Déjà, dès 2012, on a déboulonné ce mythe-là. Les pratiques avaient changé, puis cet article-là avait été publié, puis avait quand même un peu réveillé les gens, là. Ça venait de LA County, puis on avait prouvé que les drains 28-32 French étaient aussi efficaces que les 36-40 French que plus personne n'utilise aujourd'hui. On peut dire que c'est un peu mis la table, ou en tout cas démarrer la tendance vers l'utilisation de drains de plus en plus petits. Puis ça tombe sous le sens parce que quand on regarde l'anatomie de l'homme, l'espace entre deux côtes, c'est environ 9 mm. On se rappelle que pour connaître le diamètre d'un drain, on prend la mesure en French, on la divise par 3. Donc, un 32 French, pour la plupart des gens, c'est plus que ce qu'il y a comme espace entre les côtes. Donc, pour l'adulte moyen, le paquet vasculo-nerveux va être écrasé par un 32 French. Clairement, ça risque de ne pas être super agréable, de donner de la douleur, même de la douleur qui pourrait persister après le retrait du drain, des douleurs qui peuvent devenir neuropathiques. On voit que les drains plus petits vont beaucoup mieux passer. Puis à l'extrême, si on prend le pigtail 14 French, bien, on a à peine 5 mm de diamètre, donc plus facile à insérer, moins traumatique pour le patient, n'écrasera pas le paquet vasculo-nerveux. Pour l'insertion, c'est plus facile. On n'a absolument pas besoin de sédation procédurale. On peut faire juste une bonne analgésie locale, puis ça va bien se faire. Fait que vraiment super attrayant. Il y a plein d'arguments en faveur du pigtail de cet ordre-là. Autre petite mise en garde, là, on ne considère pas ni l'un ni l'autre que le pigtail a sa place pour le patient qui est instable hémodynamiquement. On pense que le drain standard devrait être utilisé pour ces patients-là, pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'on considère que des fois, la décompression pleurale est urgente, puis en mettant un drain standard, on a rapidement accès à la cavité pleurale. La décompression au doigt se fait vite, fait que ce qui a besoin d'être décomprimé se fait d'emblée, puis on a une confirmation tactile qu'on est au bon endroit. Fait que je pense que pour ça, on s'entend, Dr. Malo et moi. Qu'en est-il du patient stable? Bien, il y a de la littérature là-dessus qui est mauvaise, en fait. Les articles qui sont cités, là, sont ceux de l'Université de Tucson, en Arizona. Ces deux-là, principalement, là, le premier était une espèce d'étude rétrospective là, où on décrivait ce qui se passait avec les patients qu'on choisissait de drainer avec des pigtails. On disait que ça allait aussi bien pour ces patients-là que ceux qui avaient des drains thoraciques standards. Ensuite de ça, en 2014, on a publié un essai randomisé contrôlé, dont certains concluent qu'il prouve que le pigtail est aussi efficace que le drain standard. En fait, c'est faux, parce que cette étude-là, l'issue primaire qui est examinée par les chercheurs, c'était que le pigtail avait probablement un score de douleur associé qui était plus bas que celui du drain standard. Ce qu'ils ont réussi à prouver, là, avec 20 patients dans le groupe pigtail, comparé à 20 patients dans le drain standard. L'efficacité comparable était une issue secondaire, et on comparait, je vous rappelle, 20 patients à 20 patients. Fait que c'est pas vrai que c'est une preuve qui est super convaincante. Cela dit, c'est vrai que quand on prend la littérature dans son ensemble, le pigtail semble efficace pour drainer les pneumothorax. Cette méta-analyse-là avait été publiée dans le CHEST, puis réunissait les études qui avaient regardé les pneumothorax traumatiques, des pneumothorax aux pneumothorax médicaux, puis il y avait, selon les évidences disponibles, une efficacité comparable du pigtail au drain standard. De façon intéressante, en 2019, il y a les résultats d'une enquête, d'un sondage qui avait été effectué auprès des membres du EAST qui a été publié. Puis on posait la question suivante aux cliniciens qui ont décidé de répondre. Là, qu'est-ce que vous faites pour la prise en charge des pneumothorax traumatiques chez le patient stable? Puis là, vous remarquez que la vaste majorité des gens, déjà à ce moment-là, choisissaient un pigtail 14 French ou un drain standard 20 French. Fait que quelque chose clairement qui est entré dans les mœurs. Et on peut se dire que si c'était vraiment problématique d'utiliser des pigtails chez un nombre aussi significatif de patients, on en entendrait parler. Puis il n'y a pas de signal que c'est catastrophique, que ça ne va pas bien, qu'il faut changer nos pratiques.
Ça a été intégré à l'algorithme. On revient souvent aux algorithmes du Western Trauma Association parce qu'on pense qu'ils sont bien faits, sont explicites, sont faciles à consulter. Puis, dans l'algorithme sur la prise en charge du pneumothorax, ben, on suggère d'utiliser un drain de faible calibre. Là, c'est écrit Small Bore Chest Tube. Quand on regarde le texte qui l'accompagne, on mentionne nommément le Pictel 14 French en disant que c'est un des tubes qui peut être utilisé puis que c'est adéquat. Donc, si on résume sur le pigtail pour le pneumothorax traumatique, les évidences, si on va être rigoureux, demeurent de faible qualité. Ça, c'est un fait. Les avantages sont évidents, c'est aussi un fait. C'est une pratique qui est rendue étendue et acceptée. Ici, on l'utilise. À l'Enfant Jésus, on l'utilise. Au MGH, peut-être un petit peu moins, mais je sais que c'est utilisé aussi. Et dernière chose à rappeler, c'est que ce n'est pas pour le patient qui est instable. Maintenant, pour l'hémothorax traumatique, Christian. Bon, un sujet où est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de débat. Est-ce que le pigtail est indiqué pour l'hémothorax traumatique? Bien, je vais vous le dire tout de suite, mon opinion là-dessus, c'est que je pense que oui, le pigtail a sa place pour le traitement de l'hémothorax traumatique, mais par contre, c'est chez le patient très bien sélectionné. Chez le patient qui est stable, chez qui on n'est plus dans notre phase de réanimation initiale, on a fait notre bilan lésionnel complet, puis on a découvert un hémothorax de je vais vous présenter là, mes arguments par rapport à ça. Bien, tout comme Mathieu vient de le dire, clairement, le pigtail, ça semble être moins douloureux pour les patients. On n'a pas besoin de rentrer notre doigt dans l'espace intercostal, de déchirer les muscles intercostaux, puis le tube est plus petit en tant que tel, donc moins de chances de comprimer le paquet vasculo-nerveux intercostal. Si on regarde aussi, là, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment comme littérature pour essayer de voir si c'était moins douloureux pour les patients, bon, c'est une petite étude, mais qui est la plus grosse étude en passant sur le sujet, qui a comparé là, pigtail versus drain thoracique, une étude randomisée, 50 patients dans chaque groupe, qui évaluait le score de douleur. C'est un score qui avait développé, puis on se rendait compte que la majorité des gens dans le groupe pigtail disaient que c'était tolérable comme procédure. Par contre, dans le groupe drain thoracique, la majorité des gens disaient que c'était une expérience désagréable, et même un certain nombre de patients disaient que c'était la pire expérience de leur vie. Fait que clairement, ça semble moins douloureux. Maintenant, mon deuxième argument, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que le débit serait moins rapide pour drainer le sang en intrathoracique. Bien, les études qu'on a sur le sujet, puis encore une fois, ici, je vous présente les résultats de cette étude randomisée-là, nous montrent que, cliniquement, même si on met un 14 French versus un 28 French, 32 French, le débit de sang qui va sortir par le tube va être le même, va être tout à fait comparable, tant au moment où on met notre pigtail, qu'à 24 heures, qu'à 48 heures ou à 72 heures. Donc, la crainte que notre pigtail ne sera pas suffisant pour drainer notre hémothorax ne semble pas valide, du moins avec la littérature qu'on a. Encore une fois, ici, une mini-étude randomisée, 20 patients dans chaque groupe. Je comprends que ce n'est pas la grosse science, je suis d'accord avec vous, mais quand même, sur ces 20 patients-là dans chaque groupe, pas de différence en termes de débit entre les deux groupes drain thoracique versus pigtail. Si là, on se dit, OK, là j'entends les chirurgiens qui vont me dire, oui, mais si je mets un pigtail, probablement qu'il y a plus de chances que ça coagule, que les caillots vont boucher le pigtail, c'est plus petit, ça fait du sens, puis on va plus avoir des hémothorax retenus. On se rappelle la complication qu'on veut pas avoir chez nos patients. Bien, East a fait une méta-analyse sur le sujet en 2021, encore une fois avec des petites études, je vous l'accorde, mais quand même, aucune différence en termes de pourcentage d'hémothorax retenus ou de besoin d'intervention secondaire entre les deux groupes. Donc, ça semble sécuritaire d'utiliser le pigtail chez nos patients avec des hémothorax stables, hémodynamiquement stables. Puis, encore une fois, la dernière étude randomisée sur le sujet, petit nombre, mais encore un taux très faible d'échec au traitement avec le pigtail versus le drain thoracique. Ce qui nous amène à la pensée qu'on a actuellement dans la prise en charge des hémothorax, c'est que dans le fond, la majorité des patients qui se présentent avec un hémothorax traumatique aigu, leur épanchement va être liquide. Il ne sera pas tout coagulé, OK? Et que si l'épanchement est liquide, peu importe la grosseur du drain, probablement qu'on va réussir à le drainer au complet avec notre pigtail ou avec notre drain thoracique. Par contre, s'il y a certains patients qui vont se présenter à l'urgence avec un hémothorax qui est déjà coagulé, puis cet hémothorax-là qui serait déjà coagulé, peu importe la grosseur de drain qu'on va mettre, ça ne fonctionnera pas. Ça va prendre des interventions supplémentaires par nos chirurgiens, puis on ne réussira probablement pas à drainer notre patient. Mon quatrième argument, c'est de dire que, Mathieu vous a parlé des complications. On sait qu'il y a des complications avec les pigtails. Ça arrive, puis ça arrive probablement autant qu'avec les drains thoraciques.
La littérature qu'on a là-dessus, c'est cette étude-là qui vient encore une fois de l'Arizona, qui ont fait une étude prospective sur 7 ans dans leur milieu, puis ils ont comparé le taux de complications pigtail versus drain thoracique. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'était assez comparable en termes de complications, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le groupe pigtail, 50% des complications étaient reliées à la technique, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'entrer le pigtail, puis finalement, ils ne réussissaient pas à le rentrer, puis ils changeaient la technique, ils convertissaient vers un drain thoracique. Donc, pas une complication très grave, on va s'entendre. Ceci dit, des pigtails dans le cœur, dans l'abdomen, dans les vaisseaux majeurs, ça existe, mais ça existe aussi pour les drains thoraciques. Il faut garder ça en considération. Mais le plus important de retenir, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage avec les pigtails. On ne peut pas regarder une vidéo sur YouTube puis aller faire ça sur notre patient après. Ça prend des pratiques idéalement sur cadavre avec supervision de quelqu'un qui est habitué avec ces techniques-là. C'est pas une technique qui est banale. Puis si je vous montre un peu un taux plus récent, ou en fait, chez nous, à l'Enfant Jésus, on a fait une étude où est-ce qu'on a regardé entre 2016 et 2019, on commençait à mettre des pigtails chez nos patients à l'urgence à ce moment-là. Puis on a regardé, là, en fait, le taux de complications. Puis heureusement, on s'est rendu compte que, bon, c'est pas un gros nombre, c'est encore 24 patients qui avaient eu un pigtail pour un pneumothorax ou un hémothorax traumatique, mais aucune atteinte de vaisseau majeur, aucune atteinte intra-abdominale, aucun NPM dans notre groupe pigtail, versus qu'on avait 3% d'NPM chez nos patients avec des drains thoraciques. Maintenant, qu'est-ce que les guidelines disent sur le pigtail et l'hémothorax? Bien, de façon intéressante, la Fond East a publié un nouveau guidelines en 2021 qui dit que le pigtail est une option pour drainer l'hémothorax chez le patient stable. Donc, eux, ils ont changé aussi leur fusil d'épaule. Ça fait partie maintenant des lignes de recommandation. Et le même algorithme que je vous présentais tout à l'heure, l'algorithme de la Western Trauma Association, met le pigtail aussi comme une option chez le patient qui a l'hémothorax modéré, hémodynamiquement stable, qu'on veut drainer dans un second temps, donc pas dans la phase de réanimation initiale. Le pigtail est une option. Et finalement, mon dernier argument, puis ça c'est l'expérience encore de ce qui s'est passé en Arizona, c'est qu'en 2008, ils ont fait une intervention, ils ont dit, écoutez, maintenant, dans notre centre, voici la formation qu'on vous donne et maintenant, le pigtail est une option pour drainer l'hémothorax chez le patient stable. Puis vous voyez maintenant l'évolution dans le temps. En rouge, c'est la proportion de patients qui ont eu un pigtail pour un hémothorax versus en noir, les drains thoraciques qui ont été mis pour un hémothorax dans leur centre. Vous voyez que plus le temps avance dans les années, de moins en moins qui se met de drains thoraciques pour les hémothorax dans leur milieu et ils mettent de plus en plus de pigtail pour leurs patients avec un hémothorax traumatique. Il y a quand même une question qui demeure. Qui est la meilleure personne pour mettre ces pigtails-là? Est-ce que c'est une technique qui devrait toujours être faite sous guidage échographique? Ben moi et Mathieu, on est pas mal d'accord que dans le meilleur des mondes, évidemment, ça devrait être fait sous, à tout le moins, écho-repéré, c'est-à-dire qu'on devrait s'assurer qu'à l'échographie, on voit très bien à quel endroit on va aller puis qu'on va aller directement dans l'épanchement. Est-ce que la meilleure façon de le faire, c'est de façon écho-guidée? Probablement que c'est la façon la plus sécuritaire. Donc, probablement que de jour, lorsque les angio-interventionnistes, les radio-interventionnistes sont disponibles, probablement que c'est les bonnes personnes pour le faire. Mais en dehors des heures ouvrables, tout ça, si c'est nécessaire, je pense que dans les mains de quelqu'un qui est expérimenté, qui est capable de regarder avec l'échographie, je pense que c'est tout à fait une option et que ça peut se faire à l'urgence par un chirurgien ou un urgentologue expérimenté dans le domaine. Donc, notre conclusion qu'on a sur les pigtails, en fait, c'est que clairement, les pigtails, c'est devenu une option pour les pneumothorax et les hémothorax traumatiques. C'est par contre quelque chose qu'on ne recommande pas du tout dans la phase de réanimation initiale, à défaut de se répéter. Le pigtail, c'est le fun, c'est une technique qui se fait bien. Par contre, ça a des complications qui peuvent parfois, malheureusement, être majeures, voire mortelles, malheureusement. Puis on pense que ça devrait entraîner un changement de pratique en termes de prise en charge pour le pneumothorax et l'hémothorax traumatique. Puis Mathieu, je pense que tu voulais commenter là-dessus, surtout par rapport à l'hémothorax traumatique. C'est super intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Christian a dit. Je pense que, nous, localement, cette fédération, on a un chirurgien traumatologue, si je ne me trompe pas, puis 2 chirurgiens thoraciques, dont un est aussi un traumatologue dans la salle. Nous, localement, je pense qu'on est encore pas tout à fait rendu à mettre le pigtail pour les hémothorax. C'est un changement de pratique, je pense, qui va probablement s'en venir. Mais les gens de l'Enfant Jésus sont avant-gardistes, je dirais. Au MGH, qui est l'autre centre tertiaire au Québec, on n'est pas rendu non plus au pigtail pour l'hémothorax. Fait que je pense que c'est une question qui va être intéressante à suivre. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, mais comme Christian l'a super bien dit, il faut vraiment bien choisir les patients. Puis pour les gens qui nous écoutent, consultez le centre référent, surtout si vous envoyez le patient ailleurs, pour être sûr qu'on est d'accord avec le choix qui est fait, sachant que les 2 choix existent, sont dans les lignes directrices, puis que si on choisit
choisit bien le patient, c'est une discussion qui est légitime à avoir. Puis finalement, si on conclut notre présentation globalement, je pense que vous avez bien compris que c'est un sujet d'actualité. La littérature bouge là-dessus, même si c'est pas de la grande science encore. On n'a pas des grosses études, malheureusement, comme trop souvent en trauma. Les lignes directrices ont changé, fait qu'on vous invite à aller regarder les algorithmes de EAST et de la Western Trauma Association, mais il y a de plus en plus de place au traitement conservateur, fait que ça, c'est intéressant à voir pour le pneumothorax occulte et l'hémothorax occulte en particulier. On se rappelle que des fois, quand vous nous appelez, on aime ça être toujours plus vers le côté sécuritaire, comme TTL, quand on prend les transferts. Fait que oui, il y a des patients probablement qui pourraient être observés s'ils étaient déjà dans nos milieux, mais malheureusement, le transfert amène un risque. Puis parfois, on vous demande d'être plus interventionniste que moins. Pour les antibiotiques, je pense que j'ai bien résumé que malheureusement, j'ai pas encore la réponse 100% claire. Moi, j'ai changé ma pratique, mais je suis pas convaincu que ma dose d'Ancef change quoi que ce soit au bout de la ligne vraiment, mais c'est mon opinion. Puis je pense que le Pictel fait sa place, on vous en a bien parlé, puis ça va changer vos pratiques dans les prochaines années certainement. Merci. Merci Christian, merci Mathieu pour la présentation. Je le rappelle aux gens en Teams, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. J'arrive avec le micro. Merci Mathieu puis Chris, c'est le fun de te voir en personne ici. Je pensais pas que ça allait être le cas, c'est super. Moi, j'ai deux commentaires et une question, en fait. Mon commentaire, c'est le premier, juste par rapport à ton dernier commentaire, Mathieu. Tu sais, je pense que notre pratique ici est quand même pas si loin de ça, parce que quand tu regardes l'étude de Zach Bowman dans le World Journal of Surgery, l'insertion de Pictel moyenne, c'est à 2,5 jours. Tu sais, puis fait que ça veut dire que c'est un patient qui est rendu aux soins intensifs, qui a un hémothorax. On en draine des Pictel comme ça, je pense, aux soins. Fait que, tu sais, je pense qu'on a adopté une partie de ça aussi. L'autre, moi, une des choses qui me tient à cœur dans l'hémothorax, c'est l'hémothorax retenu, celui qui persiste malgré le drainage. Puis ça, il n'y a pas de bonne évidence, mais moi, ma compréhension, c'est la meilleure évidence, c'est à ce moment-là, c'est d'y aller par VATS. Une fois que le patient a déjà eu un drainage par drain, de mettre un deuxième drain ou faire des RTPA, des NAS, c'est là que tu as les complications que tu parlais tout à l'heure, Chris. Fait que dans un contexte comme ça, moi, c'est vraiment là que je vois le rôle du VATS, personnellement. Ma question, c'est par rapport au pneumothorax. Est-ce que l'étude de Brown du New England a changé, comprenant bien que c'est un pneumothorax spontané, mais est-ce que ça a changé votre approche par rapport au trauma, même s'il n'y a pas de patient de ça dans cette étude-là? Parce qu'ils ont quand même observé des gros pneumothorax, puis si je pense à un pneumothorax personnellement, lui qui va persister, c'est souvent le spontané plus que le traumatique. Fait que si on était capable d'observer des pneumothorax complets dans ce contexte-là, est-ce qu'on devrait pousser la note, nous, de notre côté? C'est super question. Juste pour ceux qui sont en ligne, là, les questions viennent de Mathieu Rousseau, qui est un chirurgien thoracique ici à Sacré-Cœur. Pour répondre, puis je pense qu'on va répondre tous les deux, ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Christian aussi. Pour l'étude de Brown, moi je pense que, mon impression, c'est qu'il y a comme une espèce de changement de paradigme par rapport à la maladie qui est le pneumothorax, qu'il soit traumatique ou spontané. Puis, si on prend ce qu'on a comme littérature dans son ensemble, on est clairement en train de pousser vers l'observation de plus en plus. Puis, tu sais, 35 mm au CT, c'est pas si petit que ça. Il y a des chirurgiens à qui ça fait peur, là. Tu sais, c'est pas tout le temps... Ça n'a pas l'air trivial quand tu regardes un scan. Tu sais, si tu dis, OK, on achète un peu ce qui est proposé par l'équipe de Moya, puis qu'on se dit que c'est des patients qui peuvent être observés, bien déjà, effectivement, on a fait un pas dans cette direction-là. Puis moi, c'est comme ça que je le prends, moi. Tu sais, moi, je me dis, OK, globalement, probablement que on a avantage à en observer le plus possible de ces patients-là. Puis s'ils sont bien surveillés, il n'y en a pas vraiment de catastrophe. C'est juste que ça prend un setup, là, je m'excuse de l'anglicisme, là, qui est sécuritaire où on ne va pas les manquer si jamais le pneumothorax progresse de façon significative, puis il migre vers un pneumothorax sous tension. Mais si on est capable de se dire qu'on a un bon filet de sécurité contre ça, moi, je suis le premier à ne pas vouloir les drainer, ces patients-là, parce que je pense qu'on le voit de plus en plus. Là. Ils évoluent bien. Tu sais, même quand je mentionnais l'étude, là, moi, ça m'a impressionné. C'est sûr que c'est observationnel, là, mais l'étude de Demoya et des gens de Milwaukee sur les pneumothorax en pression positive, il y en avait des super gros de mémoire. Là, ça vaut ce que ça vaut, mais il me semble qu'il y avait un 38 mm qui avait été observé en pression positive.
Je suis pas sûr que moi, j'aurais été super à l'aise avec ça. Je pense que ça aurait dépassé mon seuil de confort. Mais tu sais, reste que ce patient-là a bien évolué. Fait que probablement qu'on s'en va vers ça. Puis, tu sais, les seuils qu'on a actuellement, c'est ceux qu'on utilise, puis c'est les évidences qu'on a. Mais je pense que, tu sais, la tendance est installée. Puis, réponse courte, oui, ça a changé mon approche. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Mathieu. Je pense que malheureusement, puis à tort ou à raison, la prise en charge du pneumothorax spontané influence notre prise en charge pour le pneumothorax traumatique. Mais moi, ce qui est le plus intéressant, c'est que là, on a pris 35 mm parce que Demoya a décidé que c'était 35 mm. Mais dans son étude initiale, il y avait full patients, je ne me rappelle plus du pourcentage exact, qui avaient plus que 35 mm, comme il a dit, puis qui ont été observés de façon sécuritaire. Fait que je pense pas que le chiffre va rester 35 mm. Probablement que si quelqu'un va étudier, il va pousser la note à 40 mm, 45 mm. Puis probablement qu'on peut les observer, ceux-là qui sont stables, mais c'est ça. Je pense que c'est... Puis là, c'est toujours le pneumothorax isolé versus le polytrauma qui a plein d'affaires où est-ce qu'on... En tout cas, moi, personnellement, 35 mm sur un scan, j'ai encore de la misère à me convaincre que c'est correct d'observer ce patient-là. C'est gros, là, 35 mm sur un scan, mais écoute, 9 chances sur 10 que ça fonctionne. C'est intéressant quand même pour se backer, pour dire qu'on peut le faire en milieu tertiaire, je pense, pour ces patients-là. Mais je pense pas que la question est résolue à 100% et qu'on sait exactement qui il faut drainer de qui il ne faut pas encore. En fait, initialement, Demoya, ce qu'il voulait faire, c'est élaborer un score. C'était plus compliqué que juste le 35 mm, puis essayer de tenir compte d'un paquet de facteurs. Puis le score performait plus ou moins bien, puis c'était plus difficile d'application que juste de dire 35. Fait que, je pense que ça va se raffiner aussi. Oui, puis on le fait, là, je l'ai mentionné, on tient compte du patient dans son ensemble. Puis quand on discute des patients, toi-même, tu poses des questions quand je t'en parle au téléphone. Tu te dis, je comprends, mais c'est quoi? Si tu fait poignarder? Y a-tu un accident de vélo? Y a-tu... Puis ainsi de suite. Là. Fait que, je pense que c'est clair que ça va continuer à bouger. Là. Beaucoup. On a 2 questions sur le chat. La première, ça interpelle l'anesthésiste en moi. Un patient stable avec un pneumothorax qui doit subir une chirurgie sous anesthésie générale de nuit dans un centre régional, donc avec une ventilation pression positive. Puis un chirurgien général non à l'hôpital si on a besoin de drain rapide, s'il y a une détérioration hémodynamique. Quelle conduite recommandez-vous? Observer ou drain thoracique en prophylaxie? On peut y aller à tour de rôle. Je pense que ça va être une réponse nuancée. Puis j'imagine que Christian va faire la même chose. Ça va dépendre de bien des choses. Si c'est un petit pneumothorax, petit à quel point? Si c'est occulte, clairement, je pense qu'il ne devrait pas avoir de drain ce patient-là. Là. Ça, c'est le ratio risque-bénéfice ne passe pas le test. On va causer plus de tort qu'on risque d'aider le patient. Le risque qu'un occulte progresse est essentiellement nul. Ça, on a un petit peu de littérature là-dessus qui le suggère. S'il est un peu limite, le pneumothorax, le probablement que ça vaut la peine d'y réfléchir un peu plus avant. Puis, il n'y a pas de chirurgien sur place. Qu'en est-il de l'anesthésiste? Est-ce que l'anesthésiste est à l'aise de mettre un drain? C'est pas... Je pense pas que c'est une chose qu'on devrait faire si on n'en a jamais fait, de décider que c'est ce soir-là qu'on l'apprend. Mais s'il y a quelqu'un qui est à proximité, qui est à l'aise de le faire, je pense que ça milite encore une fois en faveur de l'observation. Puis la question subsidiaire, c'est, dans ce que je comprends, là, dans la mise en scène, il n'y a personne pour mettre un drain de toute façon. Oui, c'est ça. C'est une question un peu tricky qui est très, très focalisée, mais tu sais, je pense que c'est là l'importance que, comme urgentologue, on parle à la prochaine personne qui va s'occuper de ce patient-là, puis que ça soit très mentionné, très clairement, que le patient a un pneumothorax occulte. Puis là, peut venir la discussion avec l'anesthésiste. Si l'anesthésiste n'est pas à l'aise de mettre un drain thoracique, ce qui me surprendrait quand même, à ce moment-là, est-ce qu'on peut errer vers le côté sécuritaire, mais on n'aurait pas, en théorie, besoin de mettre un drain thoracique à ce patient-là. On peut le laisser avoir sa chirurgie sans drain thoracique. Ses risques de compliquer sont extrêmement faibles. Mais l'important, c'est de le mentionner. Puis il y a même des endroits qui l'écrivent sur le thorax là, avec un crayon feutre PTX pour dire qu'il y a un pneumothorax occulte de ce bord-là pour être sûr que tout le monde est au courant que si le patient décompense, il y en a un de ce côté-là. T'sais. Merci. Une autre question dans le chat. Quelle est la définition de succès d'observation du pneumothorax? En fait, c'est que ça dépend des... La réponse raffinée, c'est que ça dépend des études. Là, la plus compliquée, c'est le Optic Trial, où là, ce qui mesurait comme échec, c'était pas juste le besoin d'aller mettre un drain. Là, c'était un score complexe de détresse respiratoire. Mais... grossièrement, là, je pense que ce qu'on peut conclure ou retenir comme définition d'un succès d'observation de pneumothorax, c'est un pneumothorax qui n'aura pas eu besoin de drainage, qu'on aura pu juste observer, puis qui va s'être résolu tout seul, sans drain thoracique, sans pigtail, tout simplement. Je n'ai rien à rajouter, ce serait ça la définition que j'utiliserais.
Une autre question du chat, j'imagine par rapport au traitement conservateur du pneumothorax. Pour le pneumothorax, au-delà du seuil de 35 mm, est-ce que la présence d'un pneumomédiastin ou de l'emphysème sous-cutané va jouer un rôle aussi? C'est une super bonne question. Je pense que c'est pas une question facile. Je vais répondre un peu basé sur une réponse d'opinion, en fait. Puis, j'invite les deux chirurgiens thoraciques qui sont dans la salle à se prononcer sur la chose. Moi, ça aurait un impact pour moi. Là, quand un patient a un pneumothorax qui est plein d'emphysème sous-cutané, moi, ça m'inquiète. Ça me suggère que, il y a comme peut-être une fuite persistante, que finalement, il y a beaucoup d'air qui est sorti, puis que ça va m'inciter à vouloir le drainer. Oui, ça a un impact. Réponse courte. Oui, exact. Je suis tout à fait d'accord. Ça dépend de l'ampleur de l'emphysème sous-cutané aussi. Parce que la question de l'emphysème sous-cutané, c'est est-ce que justement il y a une fuite puis ça draine de façon constante dans les tissus mous. Et là, à ce moment-là, il faut être plus agressif, je pense, puis y aller avec le drain thoracique. Mais s'il y a un peu d'emphysème sous-cutané, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Souvent, on le voit souvent, on le détecte même pas cliniquement, puis il y a un peu d'emphysème sous-cutané au TDM. Ça, je pense pas que ça change vraiment notre conduite, mais beaucoup d'emphysème sous-cutané puis un hémothorax visible au scan, on va être plus agressif clairement là-dessus. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une dernière question dans le chat. On congédie pneumothorax traumatique avec valve d'Emlich aussi. En fait, c'est une bonne question. C'est une pratique qui est suggérée beaucoup pour les pneumothorax spontanés. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'algorithme en trauma qui suggère ça. Je vais renvoyer la question à toi-même, Adam, ou aux chirurgiens thoraciques vers lesquels tu te diriges. Mais a priori, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon commune. Puis moi, je ne ferais pas ça, mais c'est pas moi qui congédie ces patients-là. Alors, on a le docteur Rousseau qui avait levé sa main. Je ne sais pas si... C'est une question, en fait, que j'avais posée. d'accord. Tu veux que je pose la prochaine question? Ben moi, juste pour répondre, nous, à l'emphangésie, on ne le fait pas encore non plus, libérer les patients avec des valves d'Emlich. On a vu qu'ils sont venus avec des complications il y a beaucoup d'années. Même ceux-là, des fois, qui sont mis pour les chirurgies, pour les cancers, les néoplasies, qui sont mis en angio-intervention. Malheureusement, on a des cas de pneumothorax sous tension qui reviennent à l'urgence à cause que leur valve a bouché avec du liquide ou ils ont la valve 3 voies fermée puis le patient, il s'en est pas rendu compte, tout ça. Nous, on erre plus vers la sécurité chez nous, puis on les admet, ces patients-là, quand même. Là, fait que mais il y a des endroits, je sais qu'ils le font, là, mais on n'est pas encore... Nous, on n'est pas là. Comme qu'à Sacré-Cœur, on ne fait pas ça non plus. Dernière question. Oui. Chris, tu as mentionné dans ta présentation, dans les possibilités de traitement, une des choses que tu mentionnais, c'est l'embolisation d'une intercostale ou même de la mammaire, des fois. Je connais notre expérience, nous, à Sacré-Cœur, avec ça, qui est quand même très mitigée. Je voulais savoir, à Québec, je ne sais pas si tu as une idée de votre expérience. Écoute, c'est pas nombreux les cas, justement, qu'on est capable de stabiliser assez pour se rendre en angio-intervention. Moi, écoute, en 10 ans, je peux te parler de 2 cas que j'ai eus, que ça avait fonctionné. Mais tu sais, c'est ça, c'est le délai pour se rendre, c'est le temps de réussir à bien cannuler l'artère pour emboliser. Mais je me rappelle d'un cas qui avait très bien été au MGH, entre autres quand j'étais là, je sais pas si tu étais là à ce moment-là, mais ça avait très bien été, puis on le voyait, tu sais, on avait réussi à le stabiliser assez pour se rendre au TDM, puis il y avait un gros blush d'une artère intercostale, fait que ça avait fonctionné, mais tu as raison, il n'y a pas des gros case series de ça, c'est, je pense, des cas très anecdotiques chez qui c'est une option, mais je voulais le mentionner parce que c'est décrit, puis ça peut fonctionner, là. Fait que je pense que ça versus VATS, c'est un challenge que le chirurgien général de trauma ou le chirurgien thoracique a à avoir si il y a eu la chance d'aller au scan puis qu'il y a un blush au niveau d'une intercostale. Je pense que là, c'est l'hémodynamie du patient qui va trancher puis les préférences du chirurgien, je pense. Mais j'ai pas une grande expérience, je peux pas te dire. Non. Avant que les gens partent, je vais me permettre, Dr Rousseau et ou Godin, irrigation pleurale, vous avez entendu parler de ça? Je trouve ça super intéressant ce que tu as présenté parce que on l'utilise un peu dans des contextes non traumatiques où est-ce qu'on est à l'étage, puis on a un drain qui est bloqué, on joue avec le drain, on injecte des stocks, les AMPM, on les irrigue, on met du RTPA, DNAS, tu sais. Fait que c'est pas fou, c'est sûr, ce qui nous inquiète tout le temps, c'est un champ c'est stérile, fait que d'injecter quelque chose, c'est le risque de créer un AMPM en le faisant. Mais si c'est bien fait, de façon appropriée, je trouve ça intéressant comme idée, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais jamais fait, non. Merci.
Merci encore une fois pour la belle présentation. C'était fort intéressant. Merci à l'auditoire pour les questions intéressantes aussi. Je vous invite à ceux qui sont en Teams de remplir l'évaluation de la présentation qui devrait être dans le chat aussi, je crois. Oui, on me le confirme. Et on vous verra au prochain webinaire. Merci. Merci.